Parfois, les moments les plus solitaires surviennent dans une pièce remplie de monde. Eleanor Hartwell ne connaissait que trop bien ce sentiment alors qu'elle se tenait debout à la vente aux enchères de paniers de Noël à Silver Ridge, dans le Montana, regardant son panier rester sans acheteur, tandis que toute la ville détournait le regard. Aucun homme ne voulait enchérir sur le panier de la veuve. Le silence était plus pesant que n'importe quel mot. Puis Jacob Stone, l'homme des montagnes qui vivait seul dans les collines, s'avança et l'acheta pour 20 $. Ce qu'il trouva dans ce panier changea tout. Et Eleanor cachait un secret qui allait bouleverser toute la ville et révéler une vérité sur son passé que personne n'avait vu venir. Deux personnes brisées, un acte de gentillesse inattendu et une découverte qui allait leur donner à tous deux une seconde chance dans la vie. Avant de replonger dans l'histoire, d'où vous nous écoutez. Et si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de vous abonner, car demain, je vous réserve quelque chose de très spécial. Le vent qui descendait des montagnes Bitterroot apportait la fraîcheur mordante de décembre, transperçant la laine usée du manteau d'Eleanor alors qu'elle revenait du magasin général. Silver Ridge s'étendait devant elle, un ensemble de bâtiments patinés par le temps accrochés au fond de la vallée, comme un enfant s'agrippant à la jupe de sa mère. De la fumée s'élevait des cheminées en volutes paresseuses, et le bruit des marteaux résonnait depuis la forge. Nous étions en 1883, et la ville était passée d'un camp minier à quelque chose ressemblant à une civilisation, même si Eleanor se demandait souvent si les gens civilisés étaient vraiment plus gentils que ceux qui avaient été les premiers à creuser des maisons dans cette terre impitoyable. Elle portait ses achats près d'elle, de la farine, du sucre, une précieuse boîte de cannelle qu'elle avait mis 2 mois à économiser pour s'offrir. La vente aux enchères du panier de Noël avait lieu dans 3 jours, et elle avait l'intention de préparer quelque chose de digne de ce nom, quelque chose qui rappellerait aux bonnes gens de Silver Ridge qu'elle était plus que la veuve dont il chuchotait, plus que la femme qui avait tout perdu et qui, d'une manière ou d'une autre, continuait à respirer. 2 ans. Cela faisait 2 ans que James Hartwell était mort dans un accident de chasse qui n'aurait jamais dû se produire. 2 ans qu'elle n'avait pas entendu son rire, senti sa main cailleuse prendre la sienne, le regarder remonter la montre de poche de son père chaque soir avant de se coucher. Cette montre était maintenant posée sur sa cheminée, arrêtée à 4 heures, l'heure à laquelle les hommes avaient ramené son corps sur une civière de fortune, l'heure à laquelle son monde s'était effondré. La ferme d'Eleanor se trouvait à 1 kilomètre de la ville, une distance que James avait délibérément choisie lorsqu'ils étaient arrivés de l'Ohio. Il voulait de l'espace, de la place pour construire quelque chose de durable. La cabane était solide, construite de ses propres mains, un pain tordu, avec une cheminée en pierre qui tirait bien et une cave assez profonde pour conserver les légumes pendant les hivers les plus rigoureux. La grange était plus petite que James l'avait prévu, mais elle abritait ses 2 chevaux vieillissants, Cyrus et Belle, ainsi que la vache laitière qui lui fournissait le beurre et le fromage qu'elle vendait. Elle s'en sortait à peine. Le jardin avait été suffisant l'été dernier, même si elle avait perdu ses courges à cause d'un gel précoce. Les poules pondaient encore suffisamment pour ses besoins, mais les clôtures avaient besoin d'être réparées. Le toit de la grange devait être rapiécé avant l'arrivée des fortes neiges, et il y avait du bois à fendre, toujours plus de bois à fendre. Ses mains, autrefois douces et adaptées à la couture, étaient devenues rugueuses et habiles. Elle savait désormais manier la hache, atteler un cheval, faire une centaine de choses qu'elle n'aurait jamais imaginé faire lorsqu'elle avait épousé James à 19 ans. Ce qu'elle ne pouvait pas changer, c'était le regard que les gens portaient sur elle. Sarah Miller avait été la première à se détourner d'elle, 3 semaines seulement après la mort de James. Eleanor était entrée dans l'église, toujours vêtue de noir, les yeux encore creusés par le chagrin, et Sarah avait ramassé ses jupes et s'était déplacée vers un autre banc. D'autres avaient suivi. Pas tout le monde. Il y avait encore ceux qui hochaient la tête, qui lui offraient des sourires crispés et des paroles creuses, mais suffisamment pour qu'Eleanor sente le poids de leur jugement comme des pierres dans ses poches. Les rumeurs avaient commencé doucement. Pourquoi restait-elle seule là-bas? Une femme n'avait pas à gérer seule une ferme. Ce n'était pas convenable. Ce n'était pas sûr. Elle devrait vendre, retourner dans l'Est, vivre avec sa famille. Comme elle ne le faisait pas, les murmures s'intensifièrent. Elle devait avoir des dettes. Elle devait être orgueilleuse.
Il y avait quelque chose qui clochait chez une femme qui refusait l'aide, qui insistait pour se débrouiller seule. Puis, 6 mois après la mort de James, la petite Sarah, sa fille, sa douce petite fille aux yeux bleus de James et aux boucles brunes comme les siennes, tomba malade de la scarlatine. Ella la nana avait tout fait. Elle l'avait épongé avec de l'eau fraîche, lui avait fait boire de la tisane à la camomille entre ses lèvres gercées, avait prié jusqu'à en perdre la voix. Le docteur Morrison était venu 2 fois, disant qu'il n'y avait plus rien à faire, sauf attendre et espérer. Sarah mourut un mardi matin, 3 jours après son 2e anniversaire, petite et immobile dans les bras d'Ella Nena. Le jugement de la ville s'était transformé en torrent. Il ne le lui avait pas dit en face. Les gens de la frontière le faisaient rarement, mais elle l'avait entendu quand même. Le chagrin l'avait rendue négligente. Elle était trop consumée par son propre chagrin pour James pour s'occuper correctement de l'enfant. La maison était trop froide. Elle n'avait pas assez nourri Sarah. Elle avait trop travaillé et négligé ce qui comptait le plus. Le docteur Morrison disait à tous ceux qui voulaient l'entendre que la scarlatine emportait les enfants des familles les plus riches du territoire. Que rien de ce qu'Eleanor avait fait ou omis de faire n'avait changé quoi que ce soit. Mais les gens croient ce qu'ils veulent croire. Et Silver Ridge voulait croire que la tragédie était méritée, que la perte frappait ceux qui le méritaient. Car si ce n'était pas le cas, si la mort pouvait emporter un homme bon et un enfant innocent sans aucune raison, alors aucun d'entre eux n'était en sécurité. Eleanor devint donc un exemple à ne pas suivre. La femme brisée par ses pertes. La veuve qui vivait seule et n'avait pas pu garder son enfant en vie. Elle avait failli partir une 12aine de fois, avait écrit des lettres à sa sœur à Cincinnati, avait évalué le prix de vente de la propriété auprès du bureau foncier. Mais quelque chose la retenait ici. Peut-être était-ce de l'entêtement. Peut-être était-ce le fait de savoir que James avait aimé cet endroit, y avait cru, et que partir revenait à l'abandonner à nouveau. Ou peut-être était-ce simplement parce qu'elle n'avait nulle part où aller, aucune autre vie à laquelle retourner. La vente aux enchères des panières de Noël était la tradition préférée de James. Chaque année, les femmes célibataires et les veuves de Silver Ridge préparaient des repas élaborés, emballés dans des paniers décorés. Les hommes enchérissaient et le plus offrant partageait le repas avec la femme qui l'avait préparé. C'était une cour déguisée en œuvre caritative, une occasion de former des couples et de collecter des fonds pour l'Église. James avait enchéri sur le panier d'Eleanor lors de leur première année en ville, surenchérissant sur Tom Crawford et en faisant tout un spectacle. Ils avaient partagé du poulet frit et de la tarte aux pommes pendant qu'il lui parlait de la ferme qu'il comptait construire. 3 mois plus tard, ils se mariaient. L'année dernière, elle et la nana n'avaient pas participé. Le chagrin était trop frais. L'idée d'affronter la ville était trop difficile à supporter. Mais cette année, elle avait décidé d'essayer, de leur montrer qu'elle était toujours là, qu'elle faisait toujours partie de Silver Ridge, qu'elle méritait toujours sa place dans leur communauté. Elle avait passé des semaines à planifier ce qu'elle allait faire, avait économisé chaque centime pour acheter les ingrédients. Elle avait même acheté un nouveau ruban pour le panier, de couleur crème avec de petites roses brodées sur le bord. Martha Calloway était la seule femme de la ville qui parlait encore à Eleanor avec chaleur. Elle tenait une pension de famille et avait le don de voir au-delà des apparences pour percevoir la véritable nature des gens. Elle était passée à la ferme la semaine dernière, alors qu'elle et la nana étendaient le linge. « Tu prépares un panier pour la vente aux enchères », avait dit Martha. « Je n'ai pas besoin de te le demander. »« Oui, Martha. » Le visage rond de Martha était bienveillant, mais troublé. « Es-tu sûr que c'est une bonne idée? »« Je dois essayer, Martha. Je ne peux pas vivre ainsi éternellement, à l'écart de tout le monde. Certaines de ces personnes ont le cœur dur. Je ne veux pas te voir souffrir plus que tu n'as déjà souffert. » Eleanor avait regardé les draps qui flottaient au vent, les montagnes qui s'élevaient, abruptes et indifférentes. Au-delà de sa clôture, je souffre déjà. Qu'est-ce qu'un peu plus? En revenant du magasin général avec ses précieuses provisions, Eleanor se laissa aller à imaginer que tout se passerait bien. Elle imagina son panier à tirer des enchères, imagina partager un repas avec quelqu'un de gentil, imagina une conversation qui ne s'éteindrait pas dans un silence gênant. Elle imagina appartenir à nouveau à quelque chose. La montre de poche était dans la poche de son manteau. Elle la portait parfois comme un talisman contre la solitude.
Ce soir, elle la remonterait, écouterait son tic-tac régulier et commencerait à préparer le repas qui pourrait, peut-être, tout changer. Elle ne se permit pas d'imaginer l'alternative. Elle ne se laissait pas imaginer debout devant toute la ville, alors que personne n'enchérissait, alors que le silence s'étirait et s'étirait jusqu'à la briser. Mais au fond d'elle-même, là où le chagrin côtoyait l'espoir, elle savait que c'était possible. Elle savait que la ville pourrait lui infliger une cruauté de plus, un rappel de plus qu'elle n'avait pas sa place ici. 3 jours. Elle avait 3 jours pour se préparer, puis elle saurait. La salle des fêtes avait été transformée. Des guirlandes de pin étaient suspendues aux poutres, leur parfum âcre se mêlant à la fumée de bois et à l'odeur de trop nombreux corps entassés dans un même espace. Des bougies scintillaient sur toutes les surfaces disponibles, projetant une lumière chaude qui adoucissait les murs rugueux en hunide et faisait briller les fenêtres givrées comme de l'ambre. Les enfants se poursuivaient entre les adultes, leurs rires aigus et joyeux résonnant dans la pièce, tandis que les hommes se rassemblaient en groupe près du bar improvisé où Thomas Brennan servait généreusement du whisky. Eleanor se tenait près du mur du fond, son panier serré dans ses 2 mains. Elle l'avait enveloppé dans un tissu de couleur crème et l'avait attaché avec un ruban qu'elle avait acheté. Et à l'intérieur se trouvait tout ce qu'elle s'était promis. Du poulet frit qu'elle avait cuisiné ce matin-là. Les morceaux dorés et encore tièdes. Des biscuits au beurre avec du beurre au miel. Des haricots verts qu'elle avait mis en conserve en août. Un gâteau aux pommes préparées avec le reste de ses fruits en conserve et cette précieuse boîte de cannelle. Et cachés sous les serviettes en tissu, à l'abri des regards sauf celui du gagnant, se trouvaient les autres choses. Les choses qui comptaient plus que la nourriture. Elle n'aurait pas dû venir. Cette pensée lui avait traversé l'esprit une douzaine de fois pendant le trajet vers la ville. Belle tirant la petite charrette dans la neige qui avait commencé à tomber juste après l'aube. Elle pouvait faire demi-tour maintenant, ramener son panier à la maison, s'épargner ce qui allait arriver. Mais elle s'était faite une promesse. Elle allait essayer. Elle allait rester ici et laisser la ville décider une fois pour toutes s'il y avait une place pour elle à Silver Ridge. Les autres femmes étaient déjà là, leurs paniers disposés sur une longue table à l'avant de la salle. Celui de Lucy Patterson était décoré de houx et de rubans rouges, aussi élaboré qu'un gâteau de mariage. Sarah Miller avait recouvert le sien de Vichy bleu et de dentelle blanche. Même la jeune Emma Thornton, à peine âgée de 18 ans, avait réussi à créer quelque chose de ravissant. Un panier tressé avec des fleurs séchées intégrées dans la poignée. Celui d'Ella Lanners semblait fade en comparaison, simple et honnête comme elle. Elle l'ajouta à la table et recula rapidement avant que quiconque ne puisse faire de commentaires, avant que quiconque ne puisse la regarder avec ce mélange de pitié et de dédain qu'elle connaissait si bien. Eleanor. Martha apparut à ses côtés, solide et rassurante dans sa robe de laine vert foncé. « Tu es venu? Je t'avais dit que je viendrais. Ce panier est magnifique et je parierais que son contenu est meilleur que tout ce qui se trouve ici. » Elle de la nana esquissa un petit sourire. « Tu n'as pas goûté la cuisine de Lucy Patterson. »« Si, et je maintiens ce que j'ai dit. » Martha lui serra le bras. « Sois courageuse, ma chérie. Tu as ta place ici autant que n'importe qui d'autre. » Le pasteur Edmund Yates prit place à l'avant de la salle et le bruit commença à s'apaiser. C'était un homme grand, avec un ventre proéminent, dont la voix pouvait remplir une pièce sans effort. Il leva les mains et la foule se tut. « Mes amis, mes voisins, bienvenue à notre 10e vente aux enchères annuelles de paniers de Noël. » Sa voix était chaleureuse et assurée. Comme toujours, les bénéfices serviront à soutenir notre Église et à aider les personnes dans le besoin tout au long de l'année à venir. Messieurs, vous connaissez les règles. Chaque panier sera adjugé au plus offrant et vous partagerez ce délicieux repas avec la dame qui l'aura préparé. Faisons de cette soirée un moment généreux, d'accord? La vente aux enchères commença. Le panier de Lucy Patterson fut le premier à être mis aux enchères, et les enchères furent animées. Tom Crawford et James Sullivan firent monter le prix à tour de rôle, comme dans un jeu, jusqu'à ce que Tom l'emporte finalement pour 8 $. Lucy était déçue, et Tom avait l'air satisfait. Ils se courtisaient depuis des mois. Tout le monde savait qu'il s'agissait simplement de rendre leur relation officielle. Le panier de Sarah Miller a été adjugé pour 6 $ à Robert Chen, le fils d'Asia.
Emma Thornton a suscité des enchères enthousiastes de la part de 3 jeunes hommes et a finalement été vendue pour 7 à Peter Daniels, qui a rougi comme une baie d'été lorsque Emma lui a souri. Les paniers ont trouvé preneurs les uns après les autres. Les prix variaient entre 4 et 9 et chaque transaction était accompagnée d'applaudissements et de plaisanteries bon enfant. La salle était réchauffée par le whisky et l'esprit de Noël, avec une satisfaction particulière provenant du respect de la tradition et des attentes comblées. Puis le pasteur Yates a soulevé le panier de l'Eleanor. Le changement a été immédiat. La chaleur dans la pièce n'a pas disparu. La bougie continuait de scintiller. Le feu crépitait toujours dans le poêle à bois, mais quelque chose d'autre avait changé. Une fraîcheur, un recul comme l'eau qui se retire du rivage avant une vague. Et voici un panier pour Madame Eleanor Hartwell, dit le pasteur Yates d'une voix toujours chaleureuse, mais avec une pointe d'incertitude. Je suis sûr qu'un bon repas nous attend ici. Commençons les enchères à 2 $. Silence. Eleanor le ressentit comme une chose physique. Ce silence. Il lui serrait la poitrine, lui nouait la gorge, faisait trembler ses mains qu'elle avait croisées devant elle. Elle garda les yeux fixés devant elle, le menton levé, même si la chaleur envahissait son visage. « Allons, messieurs. » Le pasteur Yates fit une nouvelle tentative. 2 $ pour commencer. Il y a sûrement quelqu'un. Rien. Les hommes regardaient leurs bottes, le plafond, leurs voisins. Certaines femmes observaient Eleanor avec des expressions allant de l'embarras à quelque chose de plus sombre. Lucy Patterson murmura quelque chose à Sarah Miller, et toutes deux détournèrent rapidement le regard lorsque celui d'Eleanor se posa sur elle. 1 $ alors. La voix du pasteur avait perdu sa chaleur. Il semblait presque en colère à présent, même si Eleanor ne savait pas si cette colère était dirigée contre la foule ou contre elle, qui l'avait mis dans cette situation. 1 $ pour un beau panier et la compagnie de Madame Hartwell. Le silence s'éternisait. Le cœur d'Eleanor battait à tout rompre dans sa poitrine. Elle voulait s'enfuir, arracher le panier des mains du pasteur et disparaître dans la nuit, mais ses pieds semblaient cloués au sol. C'était pire qu'elle ne l'avait imaginé, pire que tout. Rester là alors que toute la ville refusait de donner ne serait-ce qu'1 $, alors qu'il lui faisait comprendre de la manière la plus cruelle qui soit qu'elle ne valait rien, ne méritait rien, n'avait sa place nulle part. Les larmes lui brûlaient les yeux, mais elle refusait de les laisser couler. Elle ne pleurerait pas. Pas ici, pas devant ces gens qui lui avaient déjà tant pris. 50, dit le pasteur Yates, et maintenant sa voix était calme, presque suppliante. Sûrement 20 $. La voix venait du fond de la salle, près de la porte, grave et rauque, comme du gravier roulant dans un ruisseau. Toutes les têtes se tournèrent. L'homme qui se tenait là était grand, large d'épaules, vêtu de peau de daim et de laine, ce qui évoquait les montagnes et la solitude. Ses cheveux étaient foncés et hirsutes, touchant son col, et une barbe couvrait la moitié inférieure de son visage. Ses yeux, cependant, ses yeux étaient clairs et fixes, et rivés sur le panier d'Eleanor. Jacob Stone. Eleanor ne le connaissait que de réputation. L'homme des montagnes qui venait en ville 2 fois par an pour s'approvisionner, qui faisait le commerce de fourrure et vivait en solitaire, qui habitait quelque part dans les hautes terres où les hivers pouvaient être mortels, et l'étaient souvent. Elle l'avait vu peut-être 3 fois en 2 ans, toujours de loin. La ville parlait rarement de lui. Et quand elle le faisait, c'était avec un mélange de respect et de lassitude. Il était en dehors de leur cercle, à part, et cette séparation le rendait soit dangereux, soit insignifiant, selon qui parlait. Il s'avança, ses bottes résonnant lourdement sur le plancher. La foule s'écarta instinctivement pour le laisser passer. Il sortit une bourse en cuir de son manteau et compta les pièces sur la table à côté du pasteur Yates. 20 $ en argent qui tintait et brillait à la lueur des bougies. 20 $ pour le panier de la dame, dit-il. Sa voix était désormais calme, destinée uniquement au pasteur, mais dans le silence, elle portait loin. Si elle veut bien le partager avec moi. Le pasteur Yates avait l'air stupéfait. Il jeta un coup d'œil à Eleanor, puis à Jacob Stone, puis à l'argent. Oui, bien sûr, Madame Hartwell. Eleanor ne pouvait pas parler. Sa gorge était complètement nouée. Elle parvint à hocher la tête. Jacob prit le panier avec autant de précaution que s'il contenait quelque chose de précieux et de fragile. Il regarda Eleanor pour la première fois, la regarda vraiment, et quelque chose dans son expression lui coupa le souffle.
Ce n'était ni de la pitié, ni un jugement, mais quelque chose de complètement différent. Il y a une table dans le coin, dit-il. Si cela vous convient, maman. L'ananas retrouva sa voix. Elle était plus faible qu'elle ne l'aurait souhaité, mais elle était là. Oui, ça me va. La foule regardait en silence Jacob Stone porter son panier jusqu'à une petite table au fond de la salle, le poser délicatement, tirer une chaise et attendre qu'elle s'assoie avant de prendre place lui-même. Et Eleanor, le cœur toujours battant, les mains toujours tremblantes, traversa ce silence la tête haute et s'assit en face de l'homme des montagnes qui venait de payer son panier plus cher que quiconque n'avait payé de toute la soirée. Derrière eux, la vente aux enchères se poursuivait, mais Eleanor ne l'entendait pas. Tout ce qu'elle entendait, c'était le sang qui battait dans ses oreilles et le bruit discret des mains de Jacob qui dénouaient le ruban de son panier, ses mains rugueuses manipulant avec douceur le tissu couleur crème qu'elle avait choisi avec tant de soin. « Merci, murmura-t-elle. Il leva les yeux et croisa son regard. « Pas besoin de remercier, maman. Pas pour avoir fait ce qui est juste. » Et Eleanor, qui avait été seule pendant si longtemps, qui avait dû faire face à tant de jugements et de cruauté, sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Pas se briser, s'ouvrir, comme la glace laissant place au printemps. La semaine avant Noël arriva avec une vague de froid qui transformait le souffle en glace et faisait résonner le sol comme du fer sous les talons des bottes. Jacob vint 3 fois cette semaine-là, chaque visite durant plus longtemps que la précédente. Il répara la clôture le long du pâturage nord, coupa suffisamment de bois pour permettre à Eleanor de passer le mois de janvier et fixa les planches lâches de son porche qu'elle avait l'intention de réparer depuis des mois. Ils trouvèrent facilement leur rythme. Eleanor lui préparait du café à son arrivée, et, à midi, elle lui apportait le repas qu'elle avait préparé. Ils s'asseyaient sous le porche ou à la table de la cuisine et discutaient. Au début, ils ne parlaient de rien d'important, juste du temps, du prix des provisions en ville, du cerf que Jacob avait vu en descendant des montagnes. Mais peu à mesure que la confiance s'installait comme la glace qui se forme lentement sur un étang, leurs conversations s'approfondirent. Elle apprit qu'il avait été charpentier à Saint-Louis avant de partir vers l'ouest, que lui et Margaret étaient des amis d'enfance qui s'étaient mariés jeunes, qu'il avait construit leur maison de ses propres mains et qu'après la mort de celle-ci, il ne supportait plus d'y rester, ne supportait plus le vide qui résonnait dans chaque pièce. Il apprit qu'elle et James étaient venus de l'Ohio à la recherche de terre et d'opportunités, que Sarah était née dans la chambre de la cabane pendant une tempête de neige printanière, et qu'Eleanor n'avait jamais été aussi effrayée ni aussi heureuse qu'à ce moment-là. Qu'elle remontait encore chaque soir la montre de poche de James, même si elle ne fonctionnait plus, parce que ce rituel la reliait à lui. Le 4e jour, le pasteur Yates est arrivé dans sa calèche alors que Jacob remplaçait une poutre pourrie dans la grange. Eleanor l'a vu arriver et a senti son estomac se nouer. Le pasteur rendait rarement visite aux gens, et lorsqu'il le faisait, c'était généralement avec des attentes. Madame Hartwell, il descendit lourdement, son souffle formant un nuage. « Puis-je vous parler? »« Bien sûr, pasteur. » Elle le conduisit sous le porche et lui offrit du café. Il refusa. « Je vais être direct, car cela me semble plus aimable. » Il semblait mal à l'aise, passant d'un pied à l'autre. « Il y a des rumeurs en ville au sujet des fréquentes visites de M. Stone ici. » Eleanor sentit le rouge lui monter aux joues. « Il m'aide pour les réparations. Je ne peux pas faire tout ce travail toute seule. Je comprends cela, et je loue votre charité chrétienne. Mais vous devez voir comment cela peut être perçu. Une veuve est un homme célibataire passant autant de temps ensemble sans surveillance appropriée. Cela soulève des questions de convenance. Des questions de la part de qui? » Eleanor entendit le ton sec de sa propre voix et n'essaya pas de l'adoucir. « De Sarah Miller, de Lucy Patterson, les mêmes femmes qui n'ont pas voulu acheter mon panier. » Le pasteur Yates rougit. Les circonstances de cette soirée étaient malheureuses. « Je suis d'accord. Mais Eleanor, dit-il en utilisant son prénom, une familiarité qui semblait présomptueuse. Vous devez penser à votre réputation, ou ce qu'il en reste. » Ces mots la frappèrent comme une gifle. Eleanor se leva, les mains crispées sur les côtés. « Ma réputation, je vois. Et que voulez-vous que je fasse, pasteur? Refuser la seule personne qui m'ait montré une véritable gentillesse. Refuser l'aide dont j'ai désespérément besoin.
Ou peut-être vous proposez-vous de venir réparer mes clôtures et fendre mon bois. Ce n'est pas ce que j'ai essayé de faire. J'ai essayé de vivre selon les attentes de cette ville. J'ai été discrète, correcte et reconnaissante pour les miettes d'acceptation que l'on m'a jetées, et cela ne m'a apporté que des jugements et l'isolement. Sa voix tremblait maintenant. Jacob Stone m'a montré plus de carité chrétienne en une semaine que toute cette ville en 2 ans. Si cela nuit davantage à ma réputation, qu'il en soit ainsi. Le pasteur semblait sincèrement décontenancé. Derrière lui, Jacob était sorti de la grange, son marteau toujours à la main. Il se tenait là, observant, sans intervenir, mais présent. Prête? Je suis venu pour vous aider, dit le pasteur Yates d'un ton sec, pour vous guider loin des choix que vous pourriez regretter. J'apprécie votre sollicitude, mais je suis capable de faire mes propres choix. Après le départ du pasteur, dont la calèche retournait en ville dans un cliquetis, Ella Nena s'assit sur les marches du porche et se prit le visage entre les mains. Elle ne pleurait pas, elle était trop en colère pour pleurer. Mais tout son corps tremblait sous la force de ce qu'elle venait de dire. Elle n'avait jamais parlé ainsi à personne. Jamais de toute sa vie. Jacob s'assit à côté d'elle, proche mais sans la toucher. Cela demandait du courage. Et c'était stupide. Il le dira à tout le monde. Ils penseront... Elle s'interrompit, incapable de dire ce qu'ils penseraient. Ils le pensent déjà, Eleanor. Les gens voient ce qu'ils veulent voir. Il resta silencieux un instant. Mais si ma présence ici te rend la vie plus difficile, je peux cesser de venir. Non. Le mot sortit avec férocité, presque avec violence. Non, tu es la seule chose qui rende ma vie supportable. Elle n'avait pas l'intention de le dire. Cette confession resta suspendue entre eux, crue et honnête. Jacob la regarda longuement, son expression changeant légèrement. « Je dois te dire quelque chose, » dit-il finalement. « Je n'ai pas acheté ton panier par charité. » Eleanor retint son souffle. « Que veux-tu dire? Je t'ai vu en ville, pas souvent, mais suffisamment. J'ai vu ta façon de te comporter, fière, même quand les gens te regardent de haut. J'ai vu ta façon de continuer alors que la plupart auraient abandonné. » Il se tourna vers elle. « J'ai acheté ton panier parce que je voulais te connaître. Parce que je pensais, » il fit une pause, cherchant ses mots, « parce que je pensais que nous pourrions peut-être nous comprendre. Nous sommes tous les deux brisés, » dit Eleanor doucement. « Nous sommes tous les deux encore debout. » Il tendit la main assez lentement pour qu'elle puisse se dérober et lui prit la main. Sa paume était rugueuse et chaude. Ce n'est pas la même chose qu'être brisé. Eleanor baissa les yeux vers leurs mains jointes. Elle aurait dû se dérober, rester convenable, penser à sa réputation, se rappeler qu'elle avait aimé James et enterré Sarah, et qu'elle n'avait pas le droit de ressentir ce qu'elle commençait à ressentir. Mais sa main était ferme dans la sienne, et elle était si fatiguée d'être seule. « Que faisons-nous, Jacob? » ?»« Je ne sais pas. » Il le dit honnêtement, sans faux semblant. « Mais je sais que j'attends ces jours avec impatience. Sache que je pense à toi quand je suis dans les montagnes. Sache que pour la première fois en 5 ans, je ne suis pas sûr de vouloir passer le reste de ma vie seul. » Les yeux d'Eleanor brûlaient. « J'ai peur. Moi aussi. » Il lui serra doucement la main. « Mais j'ai plus peur de partir, de retourner dans les montagnes et de me demander ce qui se serait passé si j'étais resté. » Ils restèrent assis ainsi, tandis que le soleil traversait le ciel et que les montagnes projetaient de longues ombres sur ces terres, se tenant la main comme des jeunes gens qui se courtisent, bien qu'ils aient tous deux dépassé l'âge de la jeunesse et de l'innocence. Deux personnes qui avaient tout perdu et qui s'étaient retrouvées dans les ruines. Ce soir-là, Jacob apporta une brassée de bois qu'il avait fendue et attisa le feu jusqu'à ce que la cabane soit baignée de chaleur. Il ne resta pas pour le dîner, par souci de convenance, même si Ella voulait l'inviter. Mais avant de partir, il se tint dans l'embrasure de la porte et la regarda avec une expression qui fit battre son cœur à toute allure. « Je suis en train de tomber amoureux de toi, Eleanor, » dit-il doucement. « Je pensais que tu devais le savoir. Je trouvais normal de te le dire avant que nous allions plus loin. » Eleanor était incapable de parler. Elle resta là, les larmes coulant sur son visage, tandis qu'il lui caressait doucement la joue du bout de ses doigts rugueux. « Tu n'as pas besoin de répondre. Pas maintenant. Réfléchis-y simplement. Demande-toi si tu veux la même chose. » Il partit avant qu'elle n'ait pu répondre, et Eleanor resta debout dans la chaleur de sa cabane. La cabane qu'elle avait partagée avec James,
où elle avait donné naissance à Sarah, où elle avait survécu à 2 années d'une solitude écrasante et où elle s'était permis d'imaginer quelque chose qu'elle croyait impossible. Un avenir avec Jacob, une vie construite non pas sur les cendres de ce qu'ils avaient perdu, mais sur quelque chose de nouveau, quelque chose qui leur appartenait. La montre de poche était posée sur la cheminée, arrêtée à 4 heures. Eleanor la regarda longuement, puis la remonta délibérément, la régla à l'heure exacte et la laissa tic-taquer régulièrement dans la pièce silencieuse. Certaines choses prenaient une fin, mais d'autres ne faisaient que commencer. La semaine de Noël arriva avec un ciel dégagé et des températures si basses que les arbres craquaient dans la nuit comme des coups de fusil. Chaque matin, Eleanor se réveillait avec des motifs de givre sur ses fenêtres qui ressemblaient à des fougères, à des plumes, à l'œuvre délicate d'un artiste hivernal. Elle se tenait à la fenêtre avec son café et regardait le soleil se lever sur les montagnes en pensant aux paroles de Jacob. « Je suis en train de tomber amoureux de toi. » Elle aurait dû être terrifiée. Elle aurait dû se sentir coupable. James n'était parti que depuis 2 ans, et Sarah. Mais lorsqu'elle cherchait ses sentiments dans son cœur, elle trouvait autre chose à la place. La permission. Comme si James lui-même lui disait qu'il était normal de revivre, d'aimer à nouveau, d'arrêter de mesurer sa vie à l'aune de ce qu'elle avait perdu. Jacob arriva le matin de la veille de Noël. Eleanor cuisinait depuis l'aube. Du pain, des tartes, le reste de ses conserves mises dans des bocaux bien rangés. Elle se disait qu'elle se préparait pour les fêtes, mais elle connaissait la vérité. Elle se préparait pour lui. Il apporta du bois de chauffage et un sac en toile de jute qui tinta lorsqu'il le posa. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « Le repas de Noël, si tu veux bien m'inviter. » Il ouvrit le sac pour révéler des pommes de terre, des carottes, une bouteille de vin qui avait dû lui coûter cher, et enveloppé dans un tissu, une oie de Noël qu'il avait échangée en ville. Eleanor sentit les larmes lui monter aux yeux. « Jacob, c'est trop. Ce n'est pas suffisant. » Il posa soigneusement les articles sur sa table. « J'ai pensé que si vous n'aviez rien d'autre de prévu, nous pourrions passer la journée de demain ensemble, comme des amoureux. »« Des amoureux » répéta Eleanor. Ces mots lui semblaient étranges et merveilleux. « Si c'est présomptueux, je m'en excuse. Mais après ce que j'ai dit, après ce que j'ai ressenti, il me semblait malhonnête de prétendre le contraire. » Eleanor le regarda debout dans sa cuisine, cet homme des montagnes qui avait défendu son honneur, réparé ses clôtures et lui avait dit qu'il tombait amoureux d'elle. Elle pensa au jugement de la ville, aux convenances, à toutes les raisons pour lesquelles elle devrait le renvoyer. Puis elle pensa à l'alternative. Passer Noël seul à nouveau, passer chaque jour seul pour le reste de sa vie. « Je tombe amoureuse de toi aussi, » dit-elle. Les mots sortirent doucement mais fermement. J'ai essayé de ne pas tomber amoureuse. J'ai essayé d'être raisonnable et convenable, comme une veuve doit l'être. Mais je n'y peux rien, Jacob. Quand tu es là, je me sens à nouveau vivante. Quand tu pars, la maison semble vide comme jamais auparavant. Il traversa la cuisine en 2 enjambées et la prit dans ses bras, non pas brutalement, ni avec présomption, mais avec une tendresse qui lui coupa le souffle. Elle pressa son visage contre sa poitrine et sentit son cœur battre régulièrement et fort. Elle sentit ses bras solides autour d'elle et pensa, « C'est ça, le sentiment d'être chez soi. »« Viens avec moi à la messe de Noël ce soir, » dit-elle contre son manteau. « Que toute la ville le voie. Je me fiche de ce qu'il pense. »« Tu es sûr ?» demanda-t-il en s'écartant suffisamment pour la regarder. « Je suis sûr que je veux entrer dans cette église avec toi à mes côtés. Je suis sûr que je suis fatigué de cacher ce que je ressens, et je suis sûr, sa voix se brisa légèrement. Je suis sûr que la vie est trop courte et trop difficile pour se détourner de quelque chose de bien. » Ce soir-là, alors que le soleil se couchait et que les cloches de l'église sonnaient sur Silver Ridge, Eleanor et Jacob entrèrent ensemble en ville. Elle était assise à côté de lui sur son cheval, émitouflée dans son plus beau manteau, et elle sentait tous les regards se tourner vers eux lorsqu'ils passaient. Qu'ils regardent, qu'ils parlent. Elle avait passé 2 ans à essayer de gagner leur approbation, et cela ne lui avait rien apporté. Il était peut-être temps d'arrêter d'essayer. L'église était chaleureuse et lumineuse, avec des bougies, des branches de pin drapées sur toutes les surfaces et une odeur de fumée de bois et de cire fondante.
Le pasteur Yates se tenait à la porte pour accueillir les paroissiens, et son visage devint soigneusement neutre lorsqu'il les vit approcher. Madame Hartwell, Monsieur Stone, joyeux Noël, pasteur, dit Eleanor en passant devant lui, la tête haute. Ils trouvèrent des places près du fond. Les gens les regardaient, chuchotaient, détournaient le regard, puis le reprenaient. Sarah Miller avait le visage crispé par la désapprobation. Lucy Patterson semblait scandalisée, mais Martha Calloway, la chère Martha, croisa le regard d'Eleanor de l'autre côté de l'allée et lui sourit. Elle lui sourit vraiment, d'un sourire chaleureux et approbateur. Le service commença. Ils chantèrent les vieux hymnes, écoutèrent l'histoire de Noël lue d'une voix roulante par le pasteur Yates, se levèrent pour prier et s'assirent pour réfléchir. Et pendant tout ce temps, la présence de Jacob à ses côtés était constante et rassurante. Son épaule touchait la sienne. Une fois, pendant une prière, il trouva sa main et la tint. Après, alors que les gens sortaient dans l'air froid de la nuit, Martha s'approcha d'eux. « Eleanor, dit-elle chaleureusement. « Monsieur Stone, joyeux Noël à vous deux. »« Joyeux Noël, Martha. » Martha se pencha vers elle et baissa la voix. « Certains vous jugeront, mais d'autres, plus nombreux que vous ne le pensez, sont heureux de vous voir retrouver le bonheur. Vous le méritez, ma chère. Vous le méritez tous les deux. » Elle glissa quelque chose dans la main d'Eleanor, un petit paquet enveloppé dans un tissu. « Pour demain, un petit quelque chose pour votre dîner de Noël. » Avant qu'Eleanor n'ait pu la remercier, Martha s'était éloignée pour saluer d'autres personnes, mais la chaleur de ses mots resta gravée dans son cœur. La main de Jacob se posa sur le dos d'Eleanor, douce et protectrice. « Prête à affronter la foule? » demanda-t-il doucement. « Avec toi? » « Oui. » Ils traversèrent ensemble la foule, les chuchotements et les escaliers, les regards désapprobateurs et la curiosité. Certaines personnes hochèrent la tête, d'autres se détournèrent. Le pasteur Yates semblait troublé, mais ne dit rien, et Eleanor se rendit compte qu'elle s'en moquait. Plus maintenant. Elle avait trop longtemps affronté seule leur jugement. Maintenant, elle avait Jacob, et cela changeait tout. Ils rentrèrent chez elle à cheval, sous la neige qui avait commencé à tomber, douce et silencieuse. Le monde était blanc et immobile, paisible d'une manière qui semblait sacrée. Jacob l'aida à descendre de cheval et se tint près d'elle, les mains sur sa taille. « Merci, dit-il, pour ce soir, pour m'avoir soutenu. Merci de m'avoir donné une raison de me battre. » Il l'embrassa, doucement et délicatement, à la fois une question et une promesse. Eleanor lui rendit son baiser, goûtant la neige et le froid, et quelque chose de plus doux. L'espoir, la possibilité de la joie après le chagrin, de l'amour après la perte. Demain, ils partageraient le repas de Noël. Demain, ils feraient un pas de plus sur ce chemin inattendu. Mais ce soir, il suffisait de se tenir dans la neige qui tombait, ses bras autour d'elle, et de savoir qu'elle n'était plus seule. Les montagnes se dressaient sombres contre le ciel étoilé. Les fenêtres de la cabane brillaient d'une lumière chaleureuse derrière eux. Et Eleanor pensa à James et Sarah pensa à la vie qu'elle avait perdue et leur envoya un message silencieux d'amour, d'adieu et de remerciement. Il serait toujours avec elle. Mais il était temps de revivre. Il était temps de se laisser aller au bonheur. Le matin de Noël se leva, froid et radieux. Et Eleanor se réveilla tôt, comme toujours, mais cette fois-ci, c'était l'anticipation qui la tirait de son sommeil plutôt que l'habitude. Jacob arriverait dans le milieu de matinée. Ils prépareraient un loi ensemble, partageraient un repas, passeraient la journée comme des amoureux, non, comme des gens amoureux sont censés la passer. Elle s'habilla avec soin, enfilant sa robe en laine bleue, celle qu'elle avait portée pour épouser James. Il lui semblait juste d'honorer le passé tout en se tournant vers l'avenir. Elle tressa ses cheveux et les attacha, puis observa son reflet dans le petit miroir. Le visage qui lui faisait face semblait plus jeune qu'il ne l'avait été depuis des mois. « C'est l'espoir qui fait ça, » pensa-t-elle. « Il vous redonne vie. » La matinée s'écoula dans une agréable effervescence de préparatifs. Elle éplucha des pommes de terre et des carottes, dressa la table avec sa plus belle vaisselle, attisa le feu jusqu'à ce que la cabane soit baignée de chaleur, et pendant tout ce temps, elle sentit quelque chose grandir dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement du bonheur, mais aussi autre chose. Une pression, un besoin de parler, de dire la vérité.
Car il y avait encore une chose que Jacob ignorait, un secret qu'elle avait gardé, trop effrayée pour le révéler, trop incertaine de sa réaction. Il arriva à 10 heures, les bras chargés de branches de pin et le visage éclairé par le froid. Joyeux Noël, dit-il, puis il l'embrassa. Un vrai baiser cette fois, pas prudent ou interrogateur, mais plein de certitude et de chaleur. Joyeux Noël. Elle l'aida à disposer les branches de pin autour de la cabane, leur parfum âcre se mêlant à l'odeur de l'oie rôtie. Ils travaillèrent ensemble avec aisance, se passant des objets, se déplaçant l'un autour de l'autre avec une familiarité à la fois nouvelle et ancienne. Mais les mains d'Eleanor tremblaient, son cœur battait à tout rompre contre ses côtes. Elle devait lui dire, avant qu'il n'aille plus loin, avant qu'il ne s'engage pleinement envers elle. Ce n'était pas juste de le lui cacher. Ce n'était pas bien. Mais la peur lui serrait la gorge chaque fois qu'elle essayait de former les mots. Ils mangèrent à midi. L'oie était cuite à la perfection, les légumes étaient tendres. Le cadeau de Martha s'avéra être un bocal de cerises au brandy qui accompagnait merveilleusement le repas. Jacob fit l'éloge de chaque plat, raconta des histoires sur les Noëls passés, la fit rire en décrivant ses tentatives ratées de cuisine dans les montagnes. Le vin détendit quelque chose dans la poitrine d'Ellanena, la réchauffa de l'intérieur. Après le dîner, ils s'assirent près du feu. Jacob avait rapporté ses outils du froid et commença à travailler sur un morceau de bois qu'il avait sorti de son sac, sculptant quelque chose. Mais Ellanena ne pouvait pas encore voir quoi. « Jacob, dit-elle, sa voix était faible, incertaine. Il y a quelque chose que je dois te dire. » Ses mains s'immobilisèrent. Il leva les yeux, son regard gris sérieux. « Très bien. » Et Eleanor se leva, les jambes chancelantes. Elle traversa la pièce pour se rendre dans sa chambre, celle qu'elle avait partagée avec James, où Sarah était née, et ouvrit le coffre au pied de son lit. À l'intérieur se trouvaient les objets qu'elle avait gardés cachés, ceux qui comptaient le plus pour elle. Des vêtements de bébé, minuscules et soigneusement pliés, une petite couverture qu'Eleanor avait tricotée, la robe de baptême de Sarah, et au fond, enveloppée dans du lin, une paire de chaussures d'enfant qui n'avaient jamais été portées. Elle les rapporta dans la pièce principale, le cœur battant si fort qu'elle crut s'évanouir. Jacob avait posé son couteau. Il la regarda s'approcher, l'air attentif, ouvert, dans l'expectative. « C'étaient les affaires de Sarah, » dit Eleanor en posant les objets sur la table entre eux. Sa voix tremblait. Elle en avait porté certains, d'autres aussi. Elle toucha les chaussures jamais portées. Elle n'en avait jamais eu l'occasion. « Eleanor, laisse-moi finir, s'il te plaît. » Elle prit une inspiration qui lui donna l'impression de se noyer. « J'ai mis certaines de ces choses dans le panier. Le panier que tu as acheté aux enchères, la cuillère sculptée à la main, le dessin de Sarah. Mais j'ai aussi mis d'autres choses. Des vêtements de bébé que j'avais confectionnés, une couverture. » Elle croisa son regard, s'efforçant de le soutenir. « Je les ai mis là parce que j'étais enceinte. » Le mot resta suspendu dans l'air entre eux. Le visage de Jacob se figea. « Je l'ai découvert 3 jours avant la vente aux enchères. Je m'en doutais depuis des semaines, mais j'avais peur d'espérer. Peur d'y croire. » Sa voix se brisa. Elle appuya ses mains à plat sur la table pour les empêcher de trembler. « James est mort il y a 2 ans, mais Sarah est morte 6 mois après lui. Et je m'en suis voulu. La ville m'en a voulu. Ils ont dit que j'étais trop accablé par le chagrin pour m'occuper correctement d'elle, que je l'avais négligée. Eleanor, tu m'as dit que c'était de la scarlatine. C'était le cas. Le docteur Morrison l'a confirmé, mais cela leur était égal. Ils avaient besoin de quelqu'un à blâmer, et j'étais une cible facile. Des larmes coulaient maintenant sur son visage, mais elle ne les essuya pas. Quand j'ai réalisé que j'étais à nouveau enceinte, j'étais terrifié. Terrifié que la ville l'apprenne. Terrifié qu'ils disent que je n'étais pas apte à élever un autre enfant. Terrifié qu'ils essaient de me prendre ce bébé avant même qu'il ne naisse. Jacob se leva lentement. « À combien en es-tu? »« 4 mois. Presque 5 maintenant. » Elle posa une main sur son ventre, où, sous sa robe et ses couches de vêtements soigneusement choisis, un petit renflement avait commencé à apparaître. Je l'ai caché, en portant des vêtements amples, en restant autant que possible loin de la ville. Mais tout le monde le saura bientôt. Et quand ce sera le cas, ils te jugeront, termina Jacob doucement.
Ils diront des choses horribles. Ils essayeront de s'immiscer. Oui, la voix d'Eleanor n'était qu'un murmure. Et j'ai pensé que tu devais le savoir avant de décider si tu veux faire partie de tout ça. Parce que si tu restes, si tu m'aimes, tu seras aussi lié à ce jugement. Tu ne défendras pas seulement moi, mais aussi cet enfant. Un enfant qui n'est pas le tien. Un enfant qui rappellera à tout le monde que j'étais la femme de James, que j'avais une vie avant toi. Le silence qui suivit sembla éternel. Jacob resta parfaitement immobile, le visage impassible, et Eleanor sentit son cœur se briser. Elle savait que cela pourrait arriver, savait que lui dire la vérité pourrait le faire fuir, mais elle devait essayer. Elle devait être honnête, même si cela lui coûtait tout. Puis Jacob s'approcha du coffre et s'agenouilla à côté. Il prit l'une des minuscules robes, la tenant délicatement dans ses mains rugueuses. Quand Margaret est morte, dit-il doucement, sans regarder Eleanor. Elle était enceinte de 6 mois. Nous avions déjà choisi un prénom, Tomé, en hommage à son père. J'avais commencé à construire un berceau qui était la moitié terminé quand l'accident s'est produit. Il posa délicatement la robe. Je l'ai brûlé. Le berceau. Je ne supportais pas de le regarder. Je ne supportais pas ce souvenir de ce que j'avais perdu. Et je me suis dit que je ne voudrais plus jamais d'enfant, que je ne voudrais plus jamais de famille. C'était trop douloureux. Il se leva et se tourna vers elle. Ses yeux étaient humides. Mais ces dernières semaines, être avec toi, t'aider, tomber amoureux de toi, il secoua la tête. J'ai ressenti quelque chose que je croyais mort, l'espoir, la possibilité que je puisse peut-être avoir cette vie après tout. Peut-être que je pourrais être père, mari, faire partie de quelque chose de plus grand que ma propre douleur. Eleanor ne pouvait plus respirer. Jacob. Il traversa la pièce en 3 enjambées et prit son visage entre ses mains. Eleanor Hartwell. Je me fiche que cet enfant ne soit pas le mien par le sang. Je me fiche de ce que la ville pense, dit ou fait. Si tu veux bien de moi, si tu veux bien me faire confiance, je veux être le père de ce bébé. Je veux t'épouser. Je veux que nous formions une famille. Tu ne peux pas être sérieux. Je n'ai jamais été aussi sérieux. Il embrassa son front, ses joues, ses lèvres tremblantes. Épouse-moi avant que ce bébé arrive. Laisse-moi te donner, à toi et à cet enfant, mon nom, ma protection. Laisse-moi vous aimer tous les deux comme vous méritez d'être aimés. Eleanor s'effondra alors, sanglotant contre sa poitrine tandis qu'il la serrait fort dans ses bras. Toute la peur, tous les secrets, tout l'espoir désespéré qu'elle avait porté seule, tout cela jaillit d'elle dans de grands sanglots déchirants. Et Jacob la serra contre lui pendant tout ce temps, ses bras fermes et assurés, sa voix murmurant des mots réconfortants dans ses cheveux. « Nous les affronterons ensemble, dit-il. Toute cette maudite ville s'il le faut. Nous protégerons cet enfant ensemble. Nous construirons une vie ensemble. Tu n'es plus seule, Eleanor. Tu ne seras plus jamais seule. » Quand elle put enfin parler, Eleanor s'écarta suffisamment pour le regarder. « Es-tu certain? Es-tu absolument certain? » « Je suis resté seul dans ces montagnes pendant 5 ans, dit Jacob. 5 ans de silence et de solitude, à me dire que cela suffisait, puis je suis entré dans cette mairie et je t'ai vue, là, humiliée, courageuse, refusant de céder. Et quelque chose en moi a reconnu quelque chose en toi. Nous sommes des survivants, Eleanor. Nous avons tous deux tout perdu. Mais peut-être, pouvons-nous construire quelque chose de nouveau ensemble. Quelque chose qui honore ce que nous avons perdu, mais qui ne nous définit pas. Eleanor pensa à James, à l'amour qu'il lui avait porté, à son désir d'avoir des enfants. Beaucoup d'enfants qui rempliraient la cabane de rires et de bruit. Elle pensa à Sarah, sa douce petite fille qui n'avait jamais eu la chance de grandir. Et elle pensa à cette nouvelle vie en elle, ce cadeau inattendu qui l'avait terrifiée et soutenue pendant les mois les plus sombres. « Oui, murmura-t-elle. Oui, je t'épouserai. Que Dieu nous aide tous les deux. » Oui, Jacob rit vraiment, d'un rire franc et joyeux, et la fit tournoyer dans la cabane. Lorsqu'il la reposa, il souriait comme un enfant. Alors nous le ferons bientôt cette semaine avant que quelqu'un ne puisse s'interposer, s'opposer ou rendre les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. Il prit doucement son visage entre ses mains. Nous protégerons ce bébé ensemble, Eleanor. Je te le promets. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait le jour de Noël et que le feu brûlait faiblement, Jacob montra à Elelana ce qu'il avait sculpté.
Un berceau, petit et parfait, le bois lisse et façonné avec amour. Il avait travaillé dessus pendant des semaines, admit-il, espérant, avant même qu'elle ne lui en parle, qu'ils auraient un avenir avec des enfants. Elle l'Elanena suivit du bout des doigts les détails soignés et pleura à nouveau. Mais ses larmes étaient différentes. C'étaient des larmes de gratitude, de soulagement, d'amour débordant pour cet homme qui était apparu dans sa vie comme la réponse à une prière qu'elle avait eu trop peur de formuler. Ils firent des projets. Ils se marieraient dans la semaine précédant le Nouvel An. Ils affronteraient la ville ensemble, et lorsque le bébé naîtrait au printemps, il aurait un père, une mère et un foyer rempli d'amour. Le secret était dévoilé, la vérité révélée, et au lieu de tout détruire, cela les avait rapprochés plus que jamais. Le lendemain de Noël, Jacob retourna dans les montagnes pour rassembler ses affaires. Il avait vécu là-haut pendant 5 ans, avait construit une petite cabane et mené une vie solitaire et prudente. Et maintenant, il laissait tout cela derrière lui. Elellanena le regarda partir, la main posée sur son ventre, le cœur brûlant d'espoir. Il serait parti 3 jours, avait-il dit. 3 jours pour emballer ce qui comptait et clore ce chapitre de sa vie. Puis il reviendrait, ils se marieraient et affronteraient ensemble tout ce qui les attendait. Mais 3 jours semblaient être une éternité quand on attendait que toute sa vie change. Elellanena passa ce temps à se préparer. Elle aéra la cabane, lava toutes les surfaces, la prépara pour la présence permanente de Jacob. Elle fit l'inventaire des provisions, dressa des listes de ce dont ils auraient besoin pour l'hiver et pour le bébé. Elle cousit de minuscules robes et couvertures, ses mains travaillant automatiquement, tandis que son esprit s'emballait à l'idée du printemps, de la naissance, de tenir à nouveau un enfant vivant dans ses bras. Et elle s'inquiétait. Elle craignait que Jacob ne change d'avis une fois loin d'elle. Une fois que l'immédiateté de leur connexion ne se serait estompée, elle s'inquiétait de la réaction de la ville lorsqu'ils annonceraient leur fiançailles. Inquiète pour le bébé, se demandant si elle pourrait le protéger alors qu'elle avait si complètement échoué avec Sarah. Le deuxième jour, Martha arriva avec un panier de provisions et une expression déterminée. « J'ai appris par les voies habituelles, dit-elle en posant le panier sur la table d'Eleanor. Jacob Stoney et toi avez l'intention de vous marier. » Elellanena se mit immédiatement sur la défensive. Les nouvelles vont vite. Dans une ville de cette taille, elles se propagent plus vite qu'un feu de brousse. Martha tira une chaise et s'assit sans y être invitée. « Avant que tu ne me dises que cela ne me regarde pas, laisse-moi te dire ce que je suis venu te dire. » Eleanor attendit, prête à essuyer un jugement. « Je trouve cela merveilleux, dit simplement Martha. Cet homme te regarde comme si tu étais la lune, et tu le regardes comme s'il était la réponse à une prière. Après tout ce que vous avez traversé, après tout ce qu'il a traversé, vous méritez tous les deux le bonheur. » Eleanor sentit les larmes lui monter à nouveau aux yeux. Elle semblait pleurer pour un rien ces derniers temps. La ville ne le verra pas de cet œil. Certains ne le verront pas ainsi, mais d'autres le verront. Martha se pencha en avant. « Eleanor, je vis à Silver Ridge depuis 20 ans. J'ai vu des gens aller et venir, j'ai vu des réputations monter et descendre, j'ai vu des jugements rendus et des pardons accordés. Et j'ai appris que les personnes dont il faut se soucier sont celles qui peuvent voir au-delà de leurs propres préjugés pour découvrir la vérité qui se cache derrière. Et quelle est cette vérité? Que vous êtes une femme bien qui a eu une chance terrible. Que Jacob Stone est un homme bien qui s'est soigné dans la solitude. Qu'ensemble, vous pourriez créer quelque chose de magnifique. » Martha fit une pause. « Et qu'un bébé va arriver qui aura besoin de tout l'amour et de toute la protection que vous pourrez lui donner. » La main d'Elellanena se posa instinctivement sur son ventre. « Vous savez, j'ai eu des soupçons lors de la vente aux enchères à cause de votre posture, de votre visage rond, et j'ai vu suffisamment de grossesse pour reconnaître les signes. » L'expression de Martha s'adoucit. « À combien en êtes-vous? » « 5 mois la semaine prochaine. Et les gens du village, ils vont bientôt le découvrir, si ce n'est déjà fait. » « Je sais. » La voix d'Eleanor était faible. « Ils diront des choses horribles. Ils diront que je suis incompétente, que j'ai tué Sarah par négligence, que je ne mérite pas d'avoir un autre enfant. Laissez-les dire ce qu'ils veulent. Tu auras Jacob à tes côtés, moi et d'autres personnes, plus que tu ne le penses. » Martha tendit la main par-dessus la table et prit celle d'Eleanor. « Il y a un groupe de femmes dans cette ville qui ont perdu des enfants, qui connaissent la douleur particulière de cette perte,
qui comprennent que la scarlatine ne fait pas de discrimination, qu'elle se moque de savoir si vous êtes une bonne mère ou non. Nous ne nous exprimons pas assez souvent, mais nous sommes là, et quand ton heure viendra, nous serons à tes côtés. Eleanor serra la main de Martha comme si c'était une bouée de sauvetage. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Parce que quelqu'un aurait dû être gentil avec toi il y a 2 ans, et nous ne l'avons pas été. Parce que j'ai perdu une fille à cause de la diphtérie quand elle avait 4 ans. Et je me souviens comment les gens me regardaient après ça, comme si j'étais maudite, comme si le chagrin était contagieux. Les yeux de Martha étaient humides, parce que la gentillesse ne coûte rien, et son absence coûte tout. Elles sont restées assises ensemble pendant longtemps, deux femmes qui avaient survécu à une perte et trouvé la force dans son sillage. Martha lui a parlé de la fille qu'elle avait perdue, du fils qui avait déménagé dans l'Est et qui lui écrivait rarement, de la solitude qu'elle ressentait en tenant une pension remplie de résidents temporaires qui ne deviendraient jamais sa famille. Eleanor lui a parlé de sa grossesse, de ses craintes et de ses espoirs, de la réaction de Jacob lorsqu'elle lui avait dit la vérité. Lorsque Martha est finalement partie, elle a glissé quelque chose dans la main d'Eleanor, une petite croix en bois usée par le temps. C'était celle de ma fille. Je voudrais que vous l'ayez pour le bébé, pour le protéger, lui donner de l'amour et tout ce que nous espérons pour nos enfants. Et Lelanena referma ses doigts autour de l'objet et pleura. Jacob revint le 3e jour, son cheval chargé de paquets. Il avait apporté tout ce qu'il possédait, des outils, des vêtements, des fourrures qu'il comptait échanger et qu'il avait soigneusement emballés dans une toile cirée. Les premiers meubles qu'il avait commencé à fabriquer dans les montagnes. Une chaise, une petite table, le berceau à moitié terminé qu'il avait sculpté. « Je suis à la maison, dit-il, et ses mots tombèrent sur Eleanor comme une bénédiction. À la maison, il appelait sa ferme « maison », appelait sa vie « et le miracle de tout cela menaçait de la submerger. Ils passèrent la soirée à faire des projets. Ils se marieraient dans 2 jours, le dernier jour de décembre. Le pasteur Yates avait accepté, bien qu'à contre-cœur, après que Jacob eut eu une conversation privée avec lui qui, selon Eleanor, avait nécessité plus qu'une simple persuasion. Ils organiseraient une cérémonie intime, avec seulement Martha et la femme du pasteur comme témoins. Pas d'annonce, pas de fête, juste un engagement discret devant Dieu et la loi. Après notre mariage, dit Jacob, nous l'annoncerons aux gens. Nous irons en ville ensemble, nous nous présenterons comme mari et femme, et nous les laisserons s'adapter à la réalité. Ils seront furieux. Ils diront que nous avons précipité les choses, qu'ils le disent. Quand ils auront fini de le dire, ce sera vrai, et ils ne pourront plus rien y faire. Il la serra contre lui, et quand le bébé naîtra, il portera mon nom, notre nom. Personne ne pourra remettre en question sa légitimité ou tes qualités de mère. Je serai là pour revendiquer cet enfant comme le mien. Eleanor posa sa tête contre sa poitrine. Tu feras ça? Revendiquer l'enfant d'un autre comme le tien. Ce bébé est le tien, Eleanor. Cela fait de lui le mien. Ce n'est pas le sang qui fait un père. C'est l'amour, c'est l'engagement, c'est être présent dans les moments difficiles. Sa voix était intense. Je n'ai pas pu être un père pour mon fils. Thomas est mort avec Margaret et je n'ai jamais pu le tenir dans mes bras. Je n'ai jamais pu lui dire que je l'aimais. Ce bébé, ton bébé, je peux être son père si tu me le permets. Je te le permettrai. La voix d'Eleanor se brisa. Mon Dieu, Jacob, je te le permettrai. Ils firent l'amour pour la première fois cette nuit-là, tendrement, prudemment, avec beaucoup de promesses. Après, allongée dans le lit qu'elle avait partagé avec James, Eleanor ressentit un moment de culpabilité, aigu et douloureux, qui se transforma en quelque chose d'autre, de la gratitude. James l'avait aimé, lui avait donné de belles années et une magnifique fille, mais James était parti. Oui, c'est taillé. Et Jacob était là, chaud et solide à ses côtés, sa main protectrice posée sur son ventre rond, son souffle régulier dans son sommeil. Elle pouvait honorer le passé et embrasser l'avenir. Ils n'étaient pas en conflit. Ils faisaient tous deux partie de qui elle était, de qui elle devenait. Le lendemain, ils préparèrent la cabane pour la cérémonie E. Jacob coupa des branches de pin et les disposa autour de la pièce principale, remplissant l'espace d'un parfum de conifères. Eleanor fit cuire du pain et prépara un repas simple pour après.
Elle sortit sa robe de mariée, la même robe en laine bleue qu'elle avait portée pour épouser James, et se demanda s'il était mal de la porter à nouveau. C'est bien, dit Jacob lorsqu'elle lui posa la question. Tu ne fais pas comme si le passé n'avait pas existé. Tu l'emmènes avec toi dans notre avenir. C'est honnête, c'est réel. Le soir arriva. Martha arriva tôt, apportant un petit bouquet de fleurs séchées qu'elle avait conservé depuis l'été. La femme du pasteur, Jane, l'accompagnait, une femme discrète qui avait toujours été gentille avec Eleanor, de manière subtile et discrète. Elles aidèrent Eleanor à s'habiller, lui attachèrent les cheveux avec soin, reculèrent et la trouvèrent magnifique. Tu es radieuse, dit Martha. Vraiment. Eleanor se regarda dans le petit miroir. Elle n'avait pas l'air radieuse. Elle avait l'air à la fois fatiguée, effrayée et pleine d'espoir. Mais ses joues étaient colorées, ses yeux brillants, et sous sa robe, caché mais bien présent, un enfant qui grandissait, fort et en bonne santé. Je suis prête, dit-elle. Jacob attendait dans la pièce principale, vêtu de vêtements qu'Eleanor l'avait aidé à acheter en ville, une chemise et un gilet convenables, des bottes qui n'étaient pas usées jusqu'à la corde. Il s'était rasé la barbe, coiffé, et lorsqu'il la vit, son expression se transforma. De l'amour pur, de la joie pure, une certitude pure. Le pasteur Yates se tenait devant la cheminée, sa Bible ouverte. Il semblait mal à l'aise, mais déterminé à aller jusqu'au bout. Il s'éclaircit la gorge. Nous sommes ici aujourd'hui. Attendez. Eleanor leva la main. Elle se dirigea vers la cheminée et prit la montre de poche de James. Elle l'avait remontée chaque soir depuis qu'elle l'avait remise en marche, et elle continuait de battre régulièrement, comme un cœur, dans la cabane. Elle la regarda longuement, sentant son poids, sentant le poids de tout ce qu'elle représentait. Puis elle la rangea soigneusement dans un tiroir, sans la jeter, sans l'abandonner, juste pour la mettre au repos, honorant ce qu'elle avait été tout en faisant de la place pour ce qui allait arriver. « Très bien, dit-elle en se tournant vers Jacob. Je suis prête maintenant. » Le pasteur Yates recommença. Les mots familiers de la cérémonie de mariage, les promesses et les engagements, les vœux sacrés qu'il y ait deux vies ensemble. Eleanor écouta sa propre voix, entendit les réponses assurées de Jacob, sentit la main de Martha serrer la sienne en signe de soutien. Par le pouvoir qui m'est conféré, dit enfin le pasteur Yates, je vous déclare maintenant mari et femme. Jacob l'embrassa tandis que Martha versait des larmes de joie, que Jane souriait et que le feu crépitait dans la cheminée. Et Eleanor pensa, c'est à nouveau le jour de mon mariage, différent, mais identique, une fin et un commencement à la fois. Ils se marièrent le dernier jour de l'année 1883. Alors que l'ancienne année s'achevait et que la nouvelle s'apprêtait à naître, Eleanor Hartwell se vint Eleanor Stone. Un nouveau nom, une nouvelle vie, une nouvelle chance de bonheur. Demain, ils affronteraient la ville. Demain, la véritable bataille commencerait. Mais ce soir, ils n'étaient que deux personnes amoureuses, mariées devant Dieu et leurs amis, commençant leur vie ensemble dans une cabane qui avait connu tant de chagrins et qui était enfin prête à accueillir à nouveau la joie. Ils se tenaient sur les marches de l'église tandis que les fidèles se dispersaient autour d'eux. Jacob tenait Eleanor près de lui, son bras autour de sa taille, signe évident de protection et d'engagement. Certaines personnes hochaient la tête en passant, d'autres détournaient les yeux. Sarah Miller et Lucy Patterson passèrent devant eux, la tête haute, rayonnant de désapprobation. Mais Martha s'attarda, tout comme Jane Yates et Emma Thornton. Quelques autres femmes se rassemblèrent, des femmes qu'Eleanor reconnaissait, mais à qui elle n'avait jamais vraiment parlé. Des femmes qui avaient perdu des enfants, qui avaient dû faire face à leurs propres difficultés, qui comprenaient la souffrance d'une manière que les plus chanceuses ne pourraient jamais comprendre. « Eleanor, dit Martha doucement, quoi que tu aies besoin de dire, nous sommes là pour t'écouter. » Eleanor regarda Jacob. Il lui serra la main, lui donnant de la force. Elle prit une inspiration qui lui donna l'impression de se noyer et s'avança. « Je suis enceinte, dit-elle. » Les mots tombèrent dans l'air froid du matin comme des pierres dans une eau calme. 5 mois. Le bébé est de James, de mon défunt mari. Je ne savais pas que j'étais enceinte quand il est mort. Je ne l'ai su qu'il y a 3 mois. Les visages des femmes exprimèrent d'abord la stupéfaction, puis la compréhension et, dans certains cas, quelque chose qui ressemblait à de la sympathie,
Mais derrière elles, Elena pouvait voir d'autres personnes qui s'attardaient. Elle pouvait entendre les inspirations brusques, les chuchotements renouvelés. Je l'ai caché, continua Elena, la voix tremblante mais déterminée. Je portais des vêtements amples. Je restais loin de la ville parce que j'étais terrifié. Après la mort de Sarah, après ce que les gens ont dit, après leur jugement, sa voix s'est brisée. J'avais peur qu'ils disent que je n'étais pas apte, qu'ils essaient de m'enlever ce bébé avant même qu'il ne soit né. C'est pour ça que tu t'es marié si vite, dit doucement Jane Yates, sans accusation, avec compréhension, en partie, mais aussi parce que j'aime Jacob, parce qu'il était au courant pour le bébé quand il m'a demandé en mariage, parce qu'il veut être le père de cet enfant, lui donner son nom et sa protection. Eleanor sentit des larmes couler sur ses joues. Je ne demande pas votre approbation. Je ne demande même pas votre acceptation. Je demande simplement. Elle cherchait ses mots. Je demande simplement qu'on me laisse élever mon enfant en paix. La voix de Sarah Miller fendit l'air matinal. Elle était revenue, attirée par l'agitation. Vous voyez, c'est exactement ce que j'ai dit. Elle l'a piégé, cette mise enceinte, et a piégé le premier homme assez stupide pour lui montrer de la gentillesse. Jacob agit avant qu'Elena ne puisse l'arrêter. Il s'avança vers Sarah, le visage sombre de colère. Ça suffit. Vraiment, tout le monde le pense. Elle se sert de vous, Monsieur Stone. Elle se sert de vous pour légitimer sa honte. La seule honte ici, dit Jacob d'une voix basse et menaçante, c'est la tienne. Elena m'a parlé du bébé avant que je te demande en mariage. Je savais que c'était mon choix. J'ai choisi cette femme et j'ai choisi cet enfant. Et si tu dis encore un mot contre ma femme, je te jure, Jacob. La voix d'Eleanor l'arrêta. Elle s'approcha de lui et posa sa main sur son bras. Ne fais pas ça, elle n'en vaut pas la peine. Puis Martha s'avança, se plaçant entre Sarah et Eleanor. Je pense que tu devrais partir, Sarah. Tu as dit ce que tu avais à dire. Maintenant, laisse-nous dire ce que nous avons à dire. Sarah regarda autour d'elle, semblant réaliser qu'elle avait dépassé les bornes. Elle renifla, rassembla ses jupes et s'éloigna d'un pas rageur. Lucy la suivit, ainsi que quelques autres, mais la plupart restèrent, plus que ce qu'Eleanor avait osé espérer. Emma Thornton prit la parole en premier. Ma mère était enceinte quand mon père est soir. Elle était terrifiée, elle aussi. Elle s'inquiétait de savoir comment elle allait s'en sortir, de ce que les gens allaient dire, mais notre communauté l'a soutenue. Nous lui avons apporté de la nourriture, nous l'avons aidée à la ferme, nous avons veillé à ce qu'elle et moi ne manquions de rien. Elle regarda Eleanor droit dans les yeux. C'est ça la communauté. Pas le jugement, le soutien. J'ai perdu 3 enfants avant d'en avoir un qui ait survécu. Une autre femme a dit, Catherine Walsh, la femme du boulanger. 3 bébés nés trop tôt, trop petits, trop fragiles. Et les gens murmuraient que je faisais quelque chose de mal, que Dieu me punissait, mais ce n'était pas une punition. C'était juste. Elle s'est interrompue, luttant contre ses émotions. La vie est dure, imprévisible et parfois cruelle. Eleanor a perdu sa fille à cause de la fièvre. Ce n'était pas sa faute. Et ce bébé, c'est une bénédiction, une seconde chance. Une à une, les autres femmes ont pris la parole, partageant leurs propres histoires de perte, de jugement, des cruautés particulières auxquelles les femmes étaient confrontées dans cette ville frontalière. Eleanor écoutait, stupéfaite, tandis que son isolement se fissurait pour révéler quelque chose en dessous. Pas une acceptation universelle. Il y avait encore beaucoup de gens qui la jugeaient et continueraient à la juger, mais un noyau de compréhension, une base de soutien dont elle ignorait l'existence. Martha se tourna vers Elena, et dans ses bras se trouvait un paquet enveloppé dans un tissu. Elle le déplia avec précaution, révélant une courte pointe. Pas les courtes pointes raffinées vendues dans le magasin général, mais autre chose. Un patchwork de tissus différents, de couleurs différentes. Chaque carré avait clairement été confectionné par des mains différentes. Nous avons commencé cela il y a 1 semaine, dit Martha doucement. Après avoir parlé de votre situation à quelques femmes, chacune d'entre nous a confectionné un carré pour le bébé, pour vous montrer que vous n'êtes pas là. Et Elena prit la courte pointe avec des mains tremblantes. Chaque carré était unique, certains soigneusement cousus, d'autres grossiers et pratiques, mais tous réalisés avec soin et amour. Elle suivit du doigt les motifs, y voyant les mains qui les avaient réalisés,
les femmes qui avaient souffert et survécu, et qui lui offraient maintenant la même grâce dont elles avaient eu besoin. Merci, murmura-t-elle. Merci. Jacob passa son bras autour d'elle, solide et chaleureux. Tu vois, je te l'avais dit, il y a plus de gens que tu ne le penses. Ce n'était pas tout le monde, ce n'était même pas la majorité, mais c'était suffisant. Suffisant pour construire quelque chose. Suffisant pour donner à Eleanor l'espoir que lorsque le bébé arriverait, elle ne serait pas seule. Qu'elle et Jacob auraient des alliés, des amis, du soutien. Le pasteur Yates s'approcha, l'air plus doux qu'auparavant. Eleanor, Madame Stone, je vous dois des excuses. J'ai laissé mon souci des convenances prendre le pas sur mon devoir de vous apporter un soutien pastoral. Vous avez subi une perte énorme et, au lieu de vous offrir du réconfort, cette communauté vous a jugé. Je m'en excuse et je vous promets que, lorsque votre enfant naîtra, je le baptiserai avec joie et l'accueillerai dans notre congrégation comme je le ferais pour n'importe quel enfant de Dieu. Lanena était incapable de parler. Elle ne pouvait que hocher la tête tandis que les larmes coulaient sur son visage. Jacob serra la main du pasteur, l'air grave mais reconnaissant. Le groupe commença à se disperser, mais la chaleur de leur soutien persistait. Eleanor se tenait sur les marches de l'église, Jacob à ses côtés et la courte pointe communautaire dans les bras, et pour la première fois depuis 2 ans, elle ressentit quelque chose qu'elle avait presque oublié. Elle avait le sentiment d'appartenir à cette communauté. Le printemps arriva à Silver Ridge comme il le faisait toujours, lentement, à contre-cœur, luttant contre l'hiver pour chaque centimètre de terrain. La neige se retira vers les plus hauts sommets, révélant une terre brune qui allait bientôt verdir. Les ruisseaux coulaient à flot grâce à l'eau de fonte, et l'air transportait l'odeur vive du pain et des possibilités. Eleanor se tenait à la porte de la cabane, leur cabane à présent, celle d'Eleanor et de Jacob, et le regardait travailler dans le potager qu'il avait agrandi. Il bougeait avec le rythme régulier d'un homme qui connaissait la valeur de la patience, retournant de la terre, la préparant pour les semailles. Ses manches étaient retroussées malgré le froid persistant, et elle pouvait voir le jeu des muscles sous sa peau, la force qui les avait soutenus tous les deux pendant l'hiver. Elle était maintenant enceinte de 8 mois, ronde et maladroite, et plus belle que Jacob n'avait jamais dit qu'elle l'avait été. Le bébé bougeait sans cesse, se retournant et donnant des coups de pied, lui rappelant à chaque instant que la vie continuait, que l'espoir persistait, que l'amour pouvait grandir même dans le sol le plus chaud. L'hiver avait été difficile, mais pas insupportable. Certains habitants de la ville refusaient toujours de la reconnaître, chuchotant derrière leurs mains quand elle et Jacob venaient à l'église ou se rendaient au magasin général. Sarah Miller traversait la rue plutôt que de les croiser. Lucy Patterson faisait des remarques acerbes sur les mariages précipités et la moralité douteuse. Mais d'autres, plus qu'Eleanor n'avait osé l'espérer, leur avaient offert leur amitié. Martha leur rendait visite chaque semaine, apportant de la nourriture, de la conversation et le genre de soutien pratique qui rendait leur survie possible. Emma Thornton était devenue une véritable amie, passant souvent pour aider à la couture ou simplement pour discuter. Catherine Walsh apportait du pain tous les dimanches après l'église, sans jamais rien demander en retour, et le pasteur Yates, fidèle à sa parole, leur avait témoigné du respect et une attention pastorale. La courte pointe communautaire était pliée dans le berceau que Jacob avait terminé en janvier, le berceau qui était prêt à côté de leur lit, attendant son occupant. Eleanor avait tracé chaque carré une centaine de fois, mémorisant les motifs, les pointes de couture, la preuve tangible qu'elle n'était pas seule. Jacob se redressa, essuyant la sueur de son front, et vit qu'elle l'observait. Son visage se transforma avec ce sourire qu'elle avait appris à aimer, celui qui le faisait paraître plus jeune, plus léger, comme si le poids qu'il portait depuis 5 ans s'était enfin allégé. « Tu devrais te reposer, dit-il. Je me suis reposé toute la matinée. J'avais besoin de voir la lumière du jour. » Il s'approcha d'elle, ses mains se posant automatiquement sur son ventre gonflé. Le bébé donna un coup de pied contre sa paume, et il rit vraiment, d'un rire franc et plein d'émerveillement. « Il est fort, dit-il. Ce sera un battant celui-là, comme sa mère, comme ses 2 mères. » La voix de Jacob était douce. Il s'agenouilla et parla directement au ventre d'Eleanor, comme il le faisait chaque soir. « Ta maman Sarah t'aimait avant même de te rencontrer.
Elle veille sur toi depuis le ciel, s'assurant que tu grandisses forte et en bonne santé. Et ta maman Eleanor, c'est la personne la plus courageuse que je connaisse. Tu as de la chance de la voir. Eleanor eut la gorge serrée. Jacob avait pris l'habitude d'appeler Sarah la première mère du bébé. Il avait tellement intégré son souvenir dans leur vie qu'Eleanor ressentait parfois la présence de sa fille comme une bénédiction plutôt que comme une absence. Il avait placé les chaussures de bébé de Sarah dans le berceau avec la cuillère sculptée de James, des liens tangibles avec le passé qui aideraient ce nouvel enfant à comprendre d'où il venait. Sur la cheminée, la montre de poche de James était posée à côté d'une photo de Margaret, la défunte épouse de Jacob, qu'il avait rapportée des montagnes. Leurs amours perdus ne rivalisaient pas avec leur amour présent. Elles coexistaient, honorées et commémorées, mais sans éclipser la vie qu'Eleanor et Jacob construisaient ensemble. Martha vient dîner. Eleanor a dit qu'elle amenait Jane et Emma. Elles veulent s'assurer que tout est prêt pour l'arrivée du bébé. Tout est prêt depuis des semaines. J'ai vérifié les provisions une douzaine de fois. Vérifie-les encore, ça te donne l'impression d'être utile. Jacob sourit et l'embrassa, avec un goût de terre, de printemps et de promesses. Je t'aime, Eleanor Stone. Je t'aime aussi. Ce soir-là, la cabane s'emplit de voix féminines et de rires. Elles inspectèrent le berceau, admirèrent les minuscules vêtements qu'Eleanor avait cousus et partagèrent des anecdotes sur leurs propres accouchements. Certaines étaient effrayantes, d'autres drôles, mais toutes avaient pour but de préparer Eleanor à ce qui l'attendait. Jacob se retira dans la grange pour leur laisser de l'espace. Mais Eleanor pouvait le voir à travers la fenêtre, occupé à travailler sur quelque chose de nouveau. Un autre projet, toujours un autre projet. Il semblait incapable d'arrêter de construire, comme s'il essayait de bâtir un avenir suffisamment solide pour résister à toutes les tempêtes. Le bébé arriva 2 semaines plus tard, un matin où le monde sentait le lilas et l'herbe nouvelle. Eleanor a accouché tout au long de la journée, assistée par Martha et Jane, tandis que Jacob faisait les 100 pas à l'extérieur, jusqu'à ce que Martha lui ordonne finalement d'entrer pour tenir la main de sa femme et se rendre utile. La douleur était intense, pire que celle dont elle se souvenait avec Sarah. Mais Eleanor l'a acceptée. La douleur signifiait la vie. La douleur signifiait que son bébé se battait pour naître. Lorsque le cri a finalement retenti, faible, indigné et absolument parfait, et Eleanor a pleuré de soulagement, de joie et d'une gratitude immense. Martha plaça le bébé dans ses bras, un garçon aux cheveux noirs et aux yeux bleus de James, dont les poumons fonctionnaient à merveille. « Il est parfait », dit Martha, les larmes aux yeux. « Absolument parfait. » Jacob resta figé au chevet du lit, fixant l'enfant dans les bras d'Eleanor comme s'il n'arrivait pas à croire que c'était réel. Eleanor lui prit la main et le tira vers elle. « Ton fils, dit-elle, Thomas Jacob Stone. Thomas en hommage à l'enfant perdu de Jacob. Jacob en hommage à l'homme qui avait choisi d'être le père de ce bébé. Stone, le nom qui le protégerait, le revendiquerait, le rendrait légitime aux yeux de la loi et de la communauté. » Le visage de Jacob se décomposa. Il s'agenouilla à côté du lit et appuya son front contre l'épaule d'Eleanor, le corps secoué de sanglots silencieux. Elle le serra dans ses bras d'une main tandis qu'elle berçait Thomas de l'autre. Cet homme et cet enfant qui sont désormais tout son univers. « Merci, murmura Jacob contre sa peau. Merci de m'avoir donné cela, de m'avoir permis d'être son père. Merci de vouloir l'être. » Plus tard, après le départ de Martha et Jane, une fois que la cabane eut retrouvé le calme particulier qui accompagne la présence d'un nouveau-né, Jacob prit Thomas dans ses bras pour la première fois. Il s'assit dans la chaise qu'il avait construite, le berceau à ses pieds, et regarda le bébé avec une expression d'émerveillement absolu. « Je ne laisserai rien t'arriver, dit-il doucement. Je te protégerai, toi et ta maman, de toutes mes forces. Je t'apprendrai à être fort, gentil et honorable. Je te parlerai de ton père biologique, James, qui était un homme bon, et de ta sœur, Sarah, qui t'aurait aimé. Et je veillerai à ce que tu saches chaque jour que tu es désiré, aimé et apprécié. » Thomas bâilla petit et parfait, et Jacob rit à travers ses larmes. Eleanor les regardait depuis le lit, épuisée et ravie, plus sereine qu'elle ne l'avait été depuis 3 ans. Le chemin avait été difficile, les pertes avaient été dévastatrices, le jugement avait été cruel. Mais d'une manière ou d'une autre, contre toute attente, ils avaient réussi. Ils s'étaient retrouvés dans les décombres et avaient construit quelque chose de nouveau.
Dehors, les montagnes se dressaient, belles et escarpées, contre le ciel du soir. À l'intérieur, une famille, dont les morceaux brisés s'étaient assemblés pour former un tout, commençait sa vie commune. Et Eleanor repensa à cette nuit-là, lors de la vente aux enchères de Noël, où elle était restée debout, humiliée, tandis que personne n'enchérissait, et où Jacob s'était avancé avec 20 $ et un cœur généreux. Parfois, les moments les plus solitaires menaient au plus beau début. Parfois, la perte ouvrait la porte à une grâce inattendue. Et parfois, juste parfois, des personnes brisées se trouvaient et découvraient qu'elles s'accordaient parfaitement, leur bord irrégulier créant un lien plus fort que tout ce qui pouvait être entier. Et Lelanena ferma les yeux et sourit. Elle était chez elle. Ils étaient tous chez eux. Enfin, complètement chez eux.